Bonjour. Donc, l'association Histoire du féminisme à Rennes a été créée en 2012 par Patricia Godard et Lydie Pourré, ici présente, qui donc ont produit cet ouvrage, Les femmes s'en vont en lutte. Et donc, elles se sont appuyées sur différents travaux que Lydie vous expliquera. Donc, le but de l'association Histoire du féminisme à Rennes, c'est de mettre en lumière et de promouvoir et de diffuser l'histoire locale, donc rennaise, des luttes pour les droits des femmes, en articulant le vécu individuel et les vécus collectifs. En fait, il y a un certain nombre de femmes qui ont habité, milité à Rennes et qui ont été effacées de l'histoire, comme beaucoup d'histoires des femmes. Et donc, c'est de croiser donc, l'histoire collective des grands combats féministes avec ces femmes. Donc, pour ce faire, on travaille avec différentes personnes, et notamment une association qui s'appelle HF Bretagne. Et on propose des déambulations dans la ville de Rennes sur différents thèmes. Donc il y a sur le Rennes féministe, dont Lydie va vous parler, et puis sur des femmes. Donc il y en a une sur Louise Baudin, une journaliste écrivaine, sur Colette Cognier, qui est une universitaire qui a enseigné ici à Rennes 2, et qui a été la première enseignante à mettre au programme des écrivaines, et qui a produit des pièces de théâtre et qui a été très engagée du côté des femmes. On a aussi une déambulation sur les femmes et l'affaire Dreyfus, parce qu'on parle toujours de Alfred Dreyfus, mais on ne sait absolument rien sur Lucie Dreyfus, les journalistes de la Fronde, etc. Donc notre objectif, c'est ça. Pour ce faire, on reçoit régulièrement des étudiants et des étudiantes qui viennent nous demander des renseignements, ou qui aussi viennent faire des stages. Donc on a accueilli par exemple une jeune femme qui était au DU genre. Là, on accueille une stagiaire qui est en master des métiers du livre. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez qu'on peut être disponible pour répondre à tel sujet de mémoire ou à telle problématique que vous avez éventuellement à travailler. Donc, c'est une association clairement féministe, clairement sur les faits locaux, même si on les contextualise au niveau national, bien sûr, et qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, donc y compris pour l'égalité de la mémoire. Voilà. Merci aux membres de Kejaden, aux membres de Rubrique Histoire Brace pour leur invitation à participer à cette semaine de la Bretagne. Et aussi merci Coraline beaucoup pour cette introduction. Mes remerciements vont aussi évidemment à l'association Histoire du féminisme à Rennes qui soutient cet événement et la recherche sur les mobilisations féministes à Rennes. Alors moi je vais d'abord vous expliquer d'où je parle. Au quotidien mon métier c'est archiviste, je l'exerce aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Je suis militante féministe, désormais principalement au planning familial et puis surtout au niveau national du planning. Et je mène des travaux de recherche en histoire, en particulier sur les mobilisations pour les droits des femmes à Rennes, des années 60 aux années 80, donc une période de conquête importante. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire des mobilisations pour les droits des femmes en France, vraiment ce qui frappe, c'est la concentration du regard sur la situation parisienne. Et cette concentration, elle entraîne parfois une confusion entre le niveau parisien et le niveau national. On aurait presque l'impression que ce qui s'est passé à Paris se serait déroulé dans toute la France, ou au contraire, on pourrait croire qu'il ne s'est passé des choses qu'à Paris. Alors heureusement, l'histoire des féminismes, elle est en plein développement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé entre le moment où on a commencé à faire cette recherche et aujourd'hui. Et la recherche sur d'autres espaces militants que Paris, elle prend une part de plus en plus importante. Donc notamment depuis la fin des années 2000. Et aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux, par exemple, l'histoire des mobilisations féministes à Angers, Brest, Dijon, Saint-Étienne, Grenoble, etc. Ce qui permet de faire des comparaisons entre villes. Ce n'était pas tout à fait encore le cas quand le livre est sorti en 2014. Et donc le livre, hop là, mince. Hop. Le livre, justement, j'y viens. Donc avec Patricia Godard, une autre militante féministe rennaise, on a coécrit Les femmes s'en vont en lutte, histoire et mémoire du féminisme à Rennes, qui est paru en 2014. Et alors ce livre, c'est le fruit d'une recherche militante sur l'histoire des luttes féministes à Rennes. Il se veut à la fois un hommage aux militants et aux militantes des années 60, 70, 80, aussi une contribution à la recherche en histoire du féminisme et des mouvements sociaux, et puis peut-être, on le souhaite, mais ça on pourra en discuter, un outil de réflexion pour les féminismes contemporains. Alors pour l'écrire,
On a pris appui sur des archives publiques, mais aussi surtout des archives privées, et on a recueilli des témoignages, on a constitué comme ça un corpus de sources orales. Alors on a choisi la période 1965-1985 parce qu'elle correspond à une période qui nous a semblé cohérente. Donc 1965, c'est une année d'élection présidentielle et le débat sur la liberté de procréer, il entre sur la place publique pendant cette année-là, puisque François Mitterrand se positionne sur la contraception, ce qui oblige les autres candidats également à se positionner. Par ailleurs, 1965, c'est l'année où les Françaises mariées obtiennent le droit de gérer leurs biens et de travailler sans l'autorisation de leur mari. Et puis, pour dire une date locale, c'est l'année où le planning familial d'Ille-et-Vilaine s'implante à Rennes. Et à l'autre bout de la chronologie, 1985, c'est la dernière année d'existence du premier ministère des droits de la femme. Et donc, c'était la terminologie de l'époque. Donc, pour cette présentation, je vais beaucoup m'appuyer sur le livre et puis aussi sur des recherches complémentaires que j'ai pu faire par la suite pour approfondir certaines thématiques. Donc je vous propose un plan pour qu'on arrive à suivre tous et toutes ensemble, un plan chronothématique en 3 parties. Tout d'abord, les luttes pour le droit de disposer de son corps de 65 à 75. Ensuite, Rennes en mouvement. Donc là, je vais m'intéresser au mouvement des femmes à Rennes et puis aux luttes aussi menées par les travailleuses. Et une 3e partie, féminisme et institutionnalisation. Donc là, mon propos, ça va être de montrer la transformation progressive de l'ensemble du milieu féministe rennais vers un fonctionnement plus institutionnel, notamment à travers la mise en place de projets concrets, de demandes de subventions et de création d'associations au service des femmes et de leur accès aux droits. Alors, en ce qui concerne les luttes pour le droit de disposer de son corps, alors la lutte pour la maîtrise de leur fécondité par les femmes passe par l'accès à la contraception et à l'avortement. Et cette conquête de la liberté de la contraception et de l'avortement est, d'après l'historienne Bibia Pavard, un des changements majeurs du second XXe siècle en France. Alors pour rappel, depuis des lois votées en 1920 et 1903, la contraception et l'avortement étaient interdits en France. Donc c'était interdit d'avoir recours à des méthodes, mais c'était aussi interdit de faire de l'information. Et donc les femmes et les couples avaient très peu de moyens de maîtriser leur fécondité, et ce qui restreignait fortement leur liberté. Et puis pour les femmes, cela entravait la libre disposition de leur corps. Alors étudier les mobilisations à Rennes pour la liberté de procréer, c'est notamment s'intéresser aux groupes qui ont défini des stratégies et mis en œuvre des actions pour y contribuer et y parvenir. Alors 3 de ces groupes ont été repérés à Rennes, le planning familial, Choisir Rennes et le MLAC de Rennes, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Je vais vous les présenter successivement par ordre d'apparition à Rennes. Le planning familial. Donc en 1956, création de Maternité Heureuse, une association qui vise à l'équilibre dans les couples par le contrôle des naissances. Donc comme il était interdit de parler de contraception, voilà, il fallait trouver des moyens de faire sans vraiment dire ce qu'on faisait. C'est un mouvement mixte qui est mobilisé pour la liberté de procréation et qui se positionne très fortement en opposition à l'Église catholique. À partir du début des années 60, des associations locales se créent un petit peu partout en France. Et à Rennes, celle d'Ille-et-Vilaine est créée en 1965. Alors c'est la dernière association qui est créée en Bretagne. Le planning était présent dans le Finistère depuis 1961. Et pour ce qui est du Morbihan, des Côtes-d'Armor et de la Loire-Atlantique, il existait au moins depuis 1964, mais peut-être encore avant. Donc en Ille-et-Vilaine, 1965. Et l'association, elle est créée notamment par André Kahn, qui est président fondateur. Et André Kahn, c'est un militant multipositionné. Donc, il est militant de la SFIO, il est militant de Force ouvrière, il est également franc-maçon. Donc, ça le positionne au carrefour de multiples réseaux militants, ce qui le protège lui et protège aussi le planning familial dans son action, puisque
à cette époque-là, le planning familial mène des actions à la limite de la légalité. Voilà, on ne peut pas dire illégale, mais à la limite de la légalité. Donc en fait, il faut avoir en quelque sorte des protections pour pouvoir faire des actions. Et donc, quelles sont ces actions que mène le planning familial? Donc c'est principalement autour de la contraception, c'est de l'information, mais c'est aussi de la diffusion, avec notamment des diaphragmes qui étaient importés de diverses manières depuis l'Angleterre. Et c'est aussi de la diffusion de l'information sur la sexualité. Aujourd'hui, on dirait de l'éducation à la sexualité. Alors, le planning familial a un positionnement très proche des institutions. Il demande des subventions et il finit par en obtenir. Il y a également des liens très forts entre le planning familial pendant cette période et l'ENSP, donc l'École nationale de la santé publique, aujourd'hui l'école des hautes études en santé publique. Et les enseignants de cette école ont appuyé l'action du planning, notamment sur les questions de formation des professionnels, qu'elles soient bénévoles ou salariés, qu'on appelait les hôtesses d'accueil et qui sont aujourd'hui les conseillères conjugales et familiales. Pendant sa première décennie d'existence, le planning, alors tout en étant un acteur important de l'espace de la cause des femmes à Rennes, donc là j'utilise un concept de la politiste Laure Bérény, donc tout en étant dans cet espace, en étant un acteur important, ne se revendique pas pour autant du féminisme. Un autre groupe impliqué dans les mobilisations rennaises pour la liberté de procréer, c'est Choisir Rennes. Alors, ce que je vais dire s'appuie beaucoup sur le fonds Patrick Vienner qui a été donné aux archives municipales de Rennes. Il manque un bout de la cote, là c'est la cote 10Z218. Ouais, je vous le dis parce que c'est accessible, donc n'hésitez pas à aller voir par vous-même. En 1971, l'avocate Gisèle Halimi crée l'association Choisir. Elle l'a créée juste après la parution du manifeste des 343 femmes qui avaient déclaré « j'ai avorté » à un moment, donc début avril 1971, où c'était illégal d'avorter. Et donc l'association est créée pour accompagner les femmes si elles étaient éventuellement poursuivies. En 1972, des Rennais créent une section locale de l'association Choisir et se forment très très vite à la méthode d'avortement par aspiration, dite méthode Karman. Choisir Rennes, c'est en fait la jonction de trois collectifs différents. Un groupe de féministes dont, alors on nous en a parlé, mais malheureusement on n'a retrouvé ni témoins ni archives de ce groupe féministe, mais c'est des choses qui peuvent venir. Voilà, on peut toujours trouver d'autres archives et à ce moment-là on mettra à jour nos informations. Choisir Rennes, c'est aussi des militants et des militantes maoïstes, et puis des étudiantes et des étudiants en médecine qui rejoignent les deux premiers groupes qui rejoignent Choisir Rennes à partir du début de l'année 1973. En janvier 1973 démarre une grande grève, une grande, importante grève à la fac de médecine, donc juste à côté. C'est un événement que vous connaissez sans doute, qui a été un catalyseur pour plein de luttes, et notamment pour les mobilisations féministes rennaises. Que font les militants et les militantes de Choisir Rennes? Alors, pas mal d'agitation politique sur l'avortement, en organisant notamment des diffusions de tracts. Ils et elles tiennent aussi des permanences au 13 de la rue Saint-Michel. Donc, il y a encore quelques années, on pouvait accéder librement au 13 de la rue Saint-Michel. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a une grille. Donc, il faut soit connaître le code, soit connaître des personnes qui habitent. Mais en tout cas, quand vous aurez l'occasion de passer 13 rue Saint-Michel, vous pourrez presque voir l'immeuble où se situaient les permanences. Et ils organisent aussi organisent des voyages en Angleterre et en Hollande pour permettre aux femmes qui avaient besoin de bénéficier d'un avortement de pouvoir y parvenir. Donc en fait, pendant les permanences, les femmes qui souhaitaient avoir recours à l'avortement étaient accueillies et elles décidaient entre elles qui pouvaient avorter sur place avec la méthode par aspiration, ou qui pouvaient, selon ses moyens et selon le nombre de semaines de grossesse, partir en Angleterre. Donc voilà, elles décidaient ensemble comment les choses se passaient.
Alors, en se positionnant dans la réalisation d'actions illégales, le groupe Choisir Rennes, il dénote complètement avec l'association nationale qui n'avait pas du tout choisi cette voie-là pour faire avancer la cause de l'avortement. Au contraire, Gisèle Halimi, elle avait choisi des voies tout à fait légales et notamment des procès. Voilà, le procès de Bobigny, ça doit vous dire quelque chose. Et là, ce qu'on voit, donc, c'est des adresses pour trouver des canules pour pouvoir pratiquer les avortements par aspiration, et puis des indications pour trouver une clinique à Amsterdam. Donc ça, c'était des indications qui étaient données aux femmes qui souhaitaient avorter. Dans le fond aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des fiches médicales de femmes qui ont bénéficié d'avortements réalisés par les militants et les militantes de Choisir. Donc, ils en auraient réalisé une centaine pendant l'année 1973. Et en fait, l'existence de ces fiches, elle est intéressante parce que la méthode d'avortement par aspiration, elle se voulait, en tout cas, on pouvait la pratiquer une fois qu'on avait été formé, on pouvait la pratiquer, et y compris quand on n'était pas un soignant ou une soignante. Et en fait, on voit que dans la pratique à Rennes, mais aussi dans d'autres villes en France, c'est finalement des soignants, futurs soignants, qui se sont pas mal emparés de cette méthode-là et qui ont fait des fiches, voilà, comme on aurait un dossier médical. Donc là, il y a un paradoxe, ou en tout cas quelque chose d'intéressant. Pendant ce temps-là, le positionnement du planning familial, lui, il est très, très, très en retrait. Donc, comme je vous l'ai dit, l'association, elle avait un positionnement proche des institutions et elle ne voulait surtout pas faire des actions illégales. Elle voulait garder son positionnement institutionnel. Cependant, les militantes qu'on a rencontrées, pour certaines, il y a un peu plus de 10 ans, ou 10 ans environ, elles nous ont dit qu'en dehors des activités du planning familial, elles rencontraient des femmes qui souhaitaient avorter, et elles leur donnaient des indications, elles leur facilitaient les choses pour qu'elles puissent partir en Angleterre ou en Hollande. Le troisième groupe dont on a trouvé la trace à Rennes et qui s'est mobilisé pour l'avortement libre, c'est le MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. C'est en quelque sorte, le MLAC, c'est une réponse trotskiste à Choisir qui était plutôt d'inspiration maoïste. Et alors, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres villes, et notamment dans des villes du Finistère Sud, je crois que c'était à Quimper, mais il faudrait vérifier. Donc, le Choisir et le MLAC ne s'associent pas. Il y a une courte période de coordination, mais ça ne dure pas parce que les groupes ne s'entendent pas. Alors, que font les militants et les militantes du MLAC ? Ils tiennent également des permanences. Eux, c'est dans différents quartiers de la ville. Ils organisent aussi, ou ils aident des femmes à partir en Angleterre et en Hollande. Et ils font aussi de l'agitation politique sur l'avortement, dont la diffusion du film Histoire d'A. Donc cette diffusion à Rennes, elle a lieu le 17 avril 1974. C'est un peu sur la fin des diffusions en France, parce que le film, il est diffusé depuis 1973. Donc à Rennes, la projection a lieu à la Maison du Peuple. Aujourd'hui, c'est la salle de la Cité. Et en fait, le film, il était à l'époque interdit parce qu'il n'avait pas eu de visa, parce qu'il contient une scène d'avortement. Mais en dépit de cette interdiction, le film, il a été beaucoup, beaucoup diffusé, et en fait, il a vraiment servi d'appui et de mobilisation notamment pour faire basculer l'opinion publique, ou en tout cas pour informer les personnes. Et voilà, ça a été un outil très fort de cette lutte. Et il participe au fait que l'opinion publique, en tout cas en 1974, quand le film est diffusé à Rennes, en fait, elle était déjà largement favorable à la légalisation de l'avortement. Au printemps 1974, donc au même moment où le MLAC mène des actions, le groupe Choisir disparaît. Une autre action qui a été menée par le MLAC de Rennes, c'est une manifestation, donc quelques jours après la projection d'Histoire d'A, une manifestation qui s'est déroulée le 20 avril 1974. Les militants et les militantes ont aussi fait quelques avortements avec la méthode par aspiration. Mais peu, parce qu'en fait, depuis, il y avait eu un positionnement du MLAC au niveau national pour dire de ne plus faire d'avortement, pour ne pas se substituer à l'État, et donc pour mettre encore plus de pression pour qu'une loi passe.
Et donc, justement, face à l'agitation politique et puis aux grands troubles, parce qu'en fait, des actions illégales, ils s'en commettaient tous les jours, ne serait-ce que parce qu'il y avait des avortements par aspiration en dehors de tout cadre légal tous les jours. Donc, trouble à l'ordre public, donc ça pousse le gouvernement à se mobiliser. Et le projet de loi porté par Simone Veil, qui était alors ministre de la Santé, est voté fin décembre 1974. Et c'est à ce moment-là que le MLAC de Rennes disparaît. Et ça n'a pas été le cas dans toutes les villes. Vous avez sans doute entendu parler du MLAC d'Aix, où les militantes ont continué quelques années encore après à faire des avortements. Le 17 janvier 1975, c'est la promulgation de la loi sur l'IVG, dite loi Veil, après qu'elle ait été votée donc quelques semaines avant. À Rennes, l'application est très très compliquée. Le chef du service gynéco-obstétrique, il fait obstacle. Il ne veut pas que les IVG se passent dans le même bâtiment que la maternité et que les services de gynécologie. Donc application difficile à Rennes. Et en fait, l'application, elle a été compliquée un peu partout. Au moment où nous, on a fait nos recherches avec Patricia, on s'est pas mal appuyé sur des témoignages et puis aussi sur un article du Monde de janvier 1975 qui disait, bon, globalement, ça se passe pas trop mal, l'application de la loi Veil en France, sauf dans l'Ouest. Et puis d'autres recherches dont je vous parlerai plus tard sur d'autres villes ont en fait montré que ça avait été compliqué partout. Donc voilà, c'est toujours intéressant quand on a des nouvelles sources et qu'on peut faire des comparaisons. Ça permet d'affiner les connaissances qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé localement. Au moment de devoir appliquer la loi sur l'IVG à Rennes, là, le planning familial revient sur le devant de la scène, puisque ça y est, il y a une loi, c'est légal, c'est dans les clous. Et donc, ils se mobilisent très, très fortement. Il y a des occupations des locaux, voilà, différentes actions. Et donc, le centre IVG finit par ouvrir à Rennes à l'Hôtel-Dieu, dans un pavillon qui était à l'écart dans l'Hôtel-Dieu, dont je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, mais ça, vous aurez peut-être l'info. Et le centre IVG finit par ouvrir fin avril 1975. Donc ça fait 3 mois après la promulgation de la loi. Et finalement, par rapport à d'autres villes, c'est à peu près dans le même temps. Alors maintenant, je vais parler des Rennaises en mouvement et des mobilisations des femmes dans des groupes femmes, par exemple. Jusqu'à il y a peu, la mémoire et l'histoire sur les événements parisiens, enfin voilà, on connaissait surtout les événements parisiens des mobilisations féministes, et c'est aussi le cas. C'est le cas pour la liberté, pour les mobilisations pour la liberté de procréer, mais c'est aussi le cas pour le mouvement des femmes. Et dans le chapitre Féminisme, un mouvement mosaïque qui est issu du livre Changer le monde, changer sa vie, enquête sur les militantes et les militants des années 68 en France, la sociologue Camille Masclet parle de la survisibilité médiatique et historique du MLF, du mouvement de libération des femmes parisien. Alors, ce qu'on comprend aujourd'hui, grâce aux travaux menés notamment dans le cadre de la rédaction de cet ouvrage, et puis d'autres travaux locaux, c'est que ce sigle MLF, en fait, il a été repris dans d'autres villes, mais pas à Rennes. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé de source, et les personnes qu'on a rencontrées ne se désignaient pas comme faisant partie du MLF. Elles disaient qu'elles faisaient partie de groupes femmes. Donc les groupes femmes, là je cite la chercheuse Pauline Rameau, qui elle a travaillé sur les mobilisations pour les droits des femmes à Dijon et Saint-Étienne. Donc les groupes femmes, c'est un phénomène social marquant les années mouvement. Les luttes pour le droit à la contraception et à l'avortement évoquées précédemment ont été souvent des mouvements mixtes. Et à partir de 1972, le féminisme s'exprime de diverses manières à Rennes et un mouvement des femmes s'y construit, majoritairement en non-mixité. Alors, il se constitue soit de manière autonome à travers les groupes femmes, soit au sein même des organisations politiques et syndicales, ou encore à travers des luttes sociales d'entreprises fortement féminisées. Les groupes femmes. Donc les groupes femmes, c'était des lieux de parole, de réflexion, de solidarité, mais c'était aussi des groupes d'action. Et ils constituent un moment clé dans la prise de conscience féministe des femmes qui y ont participé. On a eu la chance de rencontrer plusieurs femmes qui avaient fait partie des groupes femmes rennais.
Le fonctionnement et les activités des groupes femmes reposent sur plusieurs principes qui sont énoncés dans l'introduction de l'édition de 1972 de l'essai « Libération des femmes, année zéro ». Donc un des principes, c'est la remise en question de la société patriarcale en partant du principe que le privé est politique, c'est-à-dire qu'il faut combattre les inégalités qui se passent dans la sphère privée pour lutter contre le sexisme. Un autre principe, c'est le refus d'être une organisation, d'obéir à une hiérarchie ou à une bureaucratie. Donc, contrairement à des associations ou des partis politiques ou toute autre organisation, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de président, présidente, il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas de compte-rendu de réunion. Et donc, très peu de sources ensuite pour les historiens et les historiennes pour enquêter sur ces groupes femmes. Donc il faut trouver d'autres moyens. Un autre principe des groupes femmes, c'est la non-mixité. Alors ce qui motive les femmes à se regrouper en non-mixité, c'est d'abord vraiment le souhait, l'envie très forte de créer des espaces de parole. Et là, je vais citer Andrée Chapalin, qui était une militante du groupe femmes de Villejean. Ça a toujours été une exigence, les groupes femmes comme lieu de parole, pas forcément comme moyen d'action, mais comme lieu de parole. C'est la grande vertu de ces groupes femmes. S'ils ont eu tant de succès, s'ils ont réussi à se maintenir, c'est parce qu'il n'y avait d'équivalent nulle part, ni dans les partis, ni dans le boulot, ni même dans la vie étudiante. Alors, comme on le voit sur cette photo, les groupes femmes, c'était aussi quand même des groupes qui menaient des actions. Et donc ici, c'est le groupe Action Femmes de Clenay, sur lequel on a très peu d'infos, mais par contre, on a cette photo. Et donc là, ces membres manifestent en 1978 contre le cinéma pornographique, le Zoom, qui se situait alors dans la ZUP Sud, donc c'était au centre commercial Mammouth, aujourd'hui le centre Alma. Un autre principe des groupes femmes, c'était l'autonomie par rapport aux partis politiques. Alors, en fait, elle a été très très relative pour les groupes femmes rennais, mais aussi pour d'autres groupes femmes en France. En effet, les groupes femmes rennais ont été un enjeu pour les organisations d'extrême gauche et voilà, les organisations d'extrême gauche dans leur rivalité. Donc une partie des groupes femmes de Rennes s'est revendiquée de la tendance lutte de classe, c'est-à-dire d'un féminisme tourné vers la problématique des femmes qui travaillent, avec un refus de leur exploitation, aussi bien à la maison que dans l'entreprise. À Rennes, les groupes femmes ils se sont organisés par quartier, donc ça calque un peu l'organisation d'alors, dans les années 70, des organisations d'extrême gauche. Il y avait pas mal de méfiance, soit des militantes de groupes femmes qui ne voulaient pas être dans des organisations politiques, soit entre militantes qui étaient dans des organisations rivales. Et la chercheuse Justine Zeller, qui elle a travaillé sur la ville de Toulouse, elle a observé cette méfiance de féministes de Toulouse qui ne faisaient pas partie d'organisations politiques, et cette méfiance pour les militantes de partis politiques. Donc faire ou ne pas faire partie d'organisations politiques n'empêchait pas la politisation des groupes femmes. Et Catherine Guy, une autre militante que nous avons eu la chance de rencontrer, qui était elle aussi membre du groupe Femmes de Villejean, s'est souvenue. Ça démarrait au quart de tour et ça finissait très tard. On lisait et on réfléchissait, on faisait de la politique. Alors, les pionnières des groupes femmes de Rennes, elles fréquentaient les librairies militantes Le Monde en Marche et une autre librairie qui s'appelait La Dialectique sans peine, dans lequel elles pouvaient se procurer et lire la presse féministe et politique, comme par exemple le journal Le Torchon Brûle, qui était édité par des militantes du MLF parisien. Pour conquérir des droits et les défendre, les femmes, elles s'organisent également au sein de leur syndicat, et c'est le cas pour les militantes de la commission femmes CFDT. Guylaine Ménage, qui est également membre de l'association Histoire du féminisme à Rennes, a été membre de la commission femmes CFDT, et elle a donné ses archives aux archives municipales de Rennes. Elles sont inventoriées sous la cote 63Z. Alors, la commission femmes de la CFDT, elle a été créée en 1974 à l'issue d'un débat qui a suivi la projection du film Le sel de la terre. Et en fait, ce film raconte l'histoire d'une grève de mineurs où la participation active des épouses de mineurs a été déterminante dans la réussite de la grève. Donc, la projection est suivie d'un débat au cours duquel les difficultés que rencontrent les femmes dans le syndicat sont évoquées.
elle constate qu'elles sont souvent reléguées à des rôles secondaires, des rôles d'exécution et non à des tâches de conception, de réflexion. Alors, suite à ces échanges, des militants créent une commission femmes dans la CFDT. Et dans les réunions, outre la question de la place des femmes dans ce syndicat, elle parle aussi de différents sujets, elle parle de contraception, d'avortement, de place des femmes dans la société ou la famille. Le groupe y rencontre pas mal de difficultés pour s'imposer en interne. Et malgré tout, c'est un groupe très, très vif, très, très mobilisé, qui montre sa vitalité dans sa capacité à organiser des événements et à mobiliser des femmes du syndicat. Un autre groupe qui s'organise à Rennes, cette fois à partir de la fin des années 1970, c'est le groupe des lesbiennes. Alors, dans les mouvements de libération des années 1970-1980, les lesbiennes peinent à faire entendre leur voix et par ailleurs, au sein des groupes homosexuels, elles ne réussissent pas toujours à faire reconnaître l'oppression spécifique qu'elles subissent en tant que femmes. Dans les groupes féministes qui se sont battus pour le droit à la contraception et à l'avortement, la lutte pour les droits des lesbiennes n'est pas bien prise en compte. À Rennes, les lesbiennes qui se sont mobilisées pour défendre leurs droits ont été confrontées à cette double difficulté. Au cours de la semaine homosexuelle qui est organisée à la MJC de la Paillette par le GLH, le groupe de libération homosexuelle de Rennes, donc cette semaine elle a été organisée du 28 février au 4 mars 1978, des femmes décident de créer au sein du GLH le groupe des lesbiennes qui se réunit à la librairie Le Monde en Marche et donc qui s'exprime dans le numéro 5 d'un journal rennais qui s'appelait Le Chaperon Rouge, un journal militant qui a apparu à la fin des années 1970. En raison de divergences entre elles et les gays du GLH, elles finissent par créer en 1979 un groupe complètement autonome, le groupe lesbienne, dit GL, qui se réunit à la MJC de la Paillette tous les mercredis soirs. Et par exemple, pour vous citer une action, le 21 janvier 1981, elles y animent par exemple une discussion sur la vie quotidienne des mères lesbiennes. Il y avait un fort enjeu quand les lesbiennes se séparaient de réussir à garder la garde de leurs enfants. Le prolongement de l'histoire de ce groupe, dans les années 1980, est en passe d'être mieux connu grâce aux travaux de Françoise ici présente. Et pour rappel, voilà, l'association Rennes Femmes Entre Elles, qui a suivi ce groupe lesbien, fête ses 40 ans cette année. Alors, au cours de nos travaux de recherche sur l'histoire des mobilisations féministes à Rennes, on a fait le choix, après réflexion, d'inclure l'histoire de quelques conflits du travail majoritairement féminins, parce qu'en fait, ces moments, ces conflits du travail, ces grèves, ces occupations d'usines, elles ont été pour leurs actrices des espaces et puis aussi des moments d'émancipation du carcan patriarcal. Depuis nos recherches menées il y a plus de 10 ans, il y a d'autres travaux qui ont été consacrés à la lutte menée en 1978 par les ouvrières du site rennais de la SPLI, la Société parisienne de lingerie indémaillable, donc une usine textile. Donc elles se sont mobilisées en 1978 contre leur licenciement. Je ne m'étendrai pas sur les détails de leur lutte. Je vous renvoie vers le livre et puis aussi vers un chapitre d'ouvrage qui va apparaître en 2023 sur Rennes pendant les années 1968, où il y aura tout un chapitre sur cette mobilisation. Mais je profite d'évoquer la SPLI pour attirer votre attention de curieux, curieuses, de jeunes ou moins jeunes chercheurs, chercheuses, sur le rôle qu'on peut jouer quand on mène des travaux de recherche. D'une part, dans le fait de mettre en avant des histoires oubliées, des histoires minoritaires, et puis aussi, d'autre part, le rôle qu'on peut jouer dans la préservation des sources et leur mise à disposition au plus grand nombre, en faisant en sorte que les archives privées, auxquelles on peut avoir accès en rencontrant des témoins, des acteurs et des actrices, en faisant en sorte que ces archives privées
elles soient données ou déposées dans des services publics d'archives. Alors, pour citer un autre exemple d'action, l'association Histoire du féminisme à Rennes a fait numériser le montage diapo que les ouvrières utilisaient pour populariser leur lutte. Voilà, c'était une action assez fréquente dans les mobilisations, dans les conflits du travail sur cette période-là, d'avoir un montage diapo et puis de sillonner la France avec le montage diapo pour populariser la lutte. Donc ce montage diapo, il a été numérisé, il est disponible aux archives municipales de Rennes, où par ailleurs un des acteurs de cette lutte, en fait, après avoir rencontré des chercheurs et des chercheuses qui s'étaient montrés très curieux et intéressés par ces archives, il a aussi donné une partie de ces archives à lui relative à ce conflit. Donc ça fait un beau corpus de documents qui est tout à fait accessible aux archives municipales de Rennes. Archives municipales de Rennes qui sont toujours très enjouées, très partantes pour recevoir en don des documents, et c'est très précieux. Voilà, parce qu'on sait qu'au moins ces documents sont conservés dans de bonnes conditions. Je vais revenir aux mobilisations pour l'avortement et la contraception pour finir ce temps sur Rennaise en mouvement avec l'histoire, enfin en tout cas quelques mots d'histoire sur le collectif rennais pour l'avortement et la contraception, le CRAC. Donc quand elle est votée fin 1974 et promulguée début 1975, la loi sur l'IVG, dite loi Veil, elle n'est votée que pour 5 ans. Donc dès début 1979, il y a une mobilisation partout en France pour aboutir au vote définitif de cette loi Veil. Alors à Rennes, alors que les mobilisations d'avant 1975 avaient été très très désunies, ce n'est pas le cas en 1979. Le planning familial prend la tête de la mobilisation. L'heure est vraiment à l'unité entre le planning, les groupes femmes, les partis politiques de gauche et d'extrême gauche, et puis aussi les organisations syndicales qui créent ensemble ce collectif rennais pour l'avortement et la contraception. Il y a une plateforme de revendication qui est rédigée et qui sert d'appui à la mobilisation. Et elle s'appuie sur la connaissance concrète des conditions d'application de la loi sur l'IVG à Rennes. Le CRAC organise plusieurs temps forts à Rennes, et un de ceux qui est resté dans les mémoires, c'est la manifestation du 6 octobre 1979. C'est sans doute une date qui vous dit quelque chose parce que le même jour, il y a une grande manifestation à Paris. Une manifestation non mixte. Les Rennais et les Rennaises ont décidé de ne pas aller manifester à Paris. Alors, on n'en connaît pas encore les raisons, mais peut-être elles seront découvertes un jour. Les Rennaises et les Rennais ont décidé de rester manifester à Rennes et en mixité. Et en fait, ce qui est chouette avec cette manif, donc on a plusieurs photos, et elle a été filmée. Il y a un reportage à l'époque FR3 Bretagne qui est aujourd'hui disponible sur le site de l'INA. Un reportage d'une dizaine de minutes que je vous encourage à aller voir. On voit la manifestation, des témoignages, donc c'est une chouette source. Et pour finir, et puis au niveau timing, c'est pas trop mal. Donc la troisième partie, féminisme et institutionnalisation. Donc là, on est sur la décennie 1975-1985. Donc c'est une période où le féminisme rennais évolue et investit les domaines de la culture, de l'éducation. Des associations, des structures, des enseignements à l'université apparaissent et montrent une certaine continuité avec le féminisme des groupes femmes. Après 1975, les causes portées par les féministes évoluent en France, mais aussi à Rennes. La lutte contre le viol et les violences conjugales deviennent des thèmes prioritaires. Et les temps ont changé, et le groupe informel, comme par exemple les groupes femmes dont je parlais, ça laisse plus la place à des structures organisées, à des associations, parce que l'association apparaît à ce moment-là comme une forme plus pratique pour interagir avec les institutions, alors que ce soit la ville ou l'État, à travers la délégation régionale, alors à la condition féminine jusqu'en 1981, et puis ensuite aux droits de la femme à partir de 1981. Et donc cette délégation, elle siège à Rennes. Alors je commence cette partie par le 8 mars, par un focus sur le 8 mars, donc Journée internationale pour les droits des femmes et des minorités de genre. Donc à Rennes, le 8 mars mobilise les groupes de femmes. Cette date symbolique est l'occasion de donner de la visibilité aux femmes et à leurs revendications.
Catherine Guy et André Chapalin, dont je vous ai déjà parlé, j'ai cité leur témoignage, donc toutes les deux membres du groupe Femmes de Villejean, se souviennent que les groupes se sont appropriés cette date dès 1974. En 1976, un collectif 8 mars se met en place. Collectif pour qui, donc je cite, « La libération des femmes à l'usine et au foyer exige leur participation active à l'ensemble de la classe ouvrière pour un vrai socialisme ouvrier ». La veille du 8 mars 1976, ce collectif Tendance Lutte de classe organise une après-midi de rencontres et de discussions autour d'un montage de diapositives, autour de films aussi et d'expositions. Pour vous citer d'autres 8 mars des années 1970 à Rennes, en mars 1978, la MJC de la Paillette met à disposition des groupes femmes de Rennes qui, au fur et à mesure, en fait, ont de plus en plus travaillé ensemble et en coordination. Donc la MJC de la Paillette met à leur disposition des locaux pendant 4 jours pour des projections de films, des débats. Et à partir de la fin des années 1980, la municipalité rennaise s'implique dans le 8 mars et met à disposition des associations qui le souhaitent des moyens pour programmer des événements. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si le groupe Femmes de Villejean perdure dans sa forme de groupe femmes au moins jusqu'en 1982, les autres groupes femmes de Rennes, à partir de la fin des années 1970, ils disparaissent ou s'essoufflent. En tout cas, je vous dis ça avec les sources dont on dispose aujourd'hui. Si on trouve d'autres sources, on pourra affiner ces informations. Alors, les groupes femmes s'essoufflent ou bien ils se transforment. Et par exemple, les militantes du groupe Femmes La Paillette, donc du nom de la MJC où le groupe se réunissait. La MJC, elle n'était pas tout à fait là où elle est aujourd'hui, elle était un peu plus près de la place de Bretagne. Donc ces militantes, elles créent en janvier 1980 l'association L'Insoumise, qui a pour objectif de gérer le bar qu'elles ouvrent en septembre 1980 au 9 de la rue de Saint-Malo à Rennes. Et ce bar, elles l'appellent La Margelle. Vous voyez, c'est intéressant. Plus on avance, plus on a des sources variées. Là, on arrive même à avoir des coupures de presse de Ouest France. Brigitte Rocher, une des fondatrices de cette association et du bar, nous a expliqué l'idée de faire un café de femmes, c'était pour que les femmes puissent se retrouver. On voulait quelque part marquer notre génération et aller jusqu'au bout d'un projet. On voulait faire un café un petit peu différent où les femmes aient envie de venir boire un coup. On voulait qu'il y ait des spectacles, faire un genre de café-théâtre, un café où on puisse bouquiner. Il y avait un petit fond documentaire. C'était ça qui nous animait. L'aventure, elle a duré 1 an, jusqu'à l'automne 1981. Et la fin de la Margelle, en fait, la fin du bar, ça correspond à une période où les militantes, elles mènent des projets personnels, professionnels ou militants qui font qu'elles ne peuvent plus tenir le bar. Le retour du planning familial. La période qui suit l'obtention de la loi Veil, ça marque vraiment un tournant pour le planning familial d'Ille-et-Vilaine. Grâce à son implication pour que la loi sur l'IVG soit appliquée à Rennes, l'association, elle a vu sa légitimité, sa popularité augmenter. Elle emménage en 1976 dans ses propres locaux, Place de Bretagne. Avant, elle était hébergée dans des locaux d'autres groupes militants. Et donc, dans ses propres locaux qu'on voit là, Place de Bretagne, l'association installe un centre de planification pour lequel elle a obtenu un agrément. L'information de toutes les populations et le respect des lois sur la contraception et l'IVG sont les actions majeures de l'association. Un peu plus d'1 an après la promulgation de la loi sur l'IVG, le planning dénonce le fait que la loi ne soit pas pleinement appliquée à Rennes. Les femmes ne peuvent pas avorter au-delà de 8 semaines et n'ont pas accès à l'anesthésie générale, contrairement à ce que prévoit la loi, et à l'époque c'était 10 semaines. Donc cette situation, elle dure encore jusqu'en 1978 au moins, et l'association doit donc poursuivre l'aide au voyage en Angleterre. En 1977, le planning familial d'Ille-et-Vilaine a aidé 233 femmes contraintes d'aller avorter en Angleterre, dont beaucoup de mineurs et de femmes de milieux défavorisés. Auparavant portée par des bénévoles, l'association du planning familial d'Ille-et-Vilaine, elle se professionnalise peu à peu, et la question de l'articulation salariat-militantisme est bien présente dans les préoccupations de l'association, qui craint au début des années 1980 d'être de moins en moins perçue comme une association et de plus en plus comme un service public, et ce au détriment du militantisme. Alors dans le même temps, l'association elle est traversée par un fort courant féministe
féministes. Et en 1976, les hôtesses d'accueil, elles prennent la présidence de l'association, et donc ça marque l'issue de leur bataille menée contre l'assise et la grande place qu'avait prise le président fondateur André Kahn. Et en fait, cette victoire, elle fait vraiment écho à celle qui s'est passée au niveau national en 1973, quand pour la première fois, une femme non médecin devient présidente du planning familial au niveau national. Donc voilà, il y a quelque chose là qui traverse l'ensemble du planning. Dans la deuxième partie de mon propos sur le mouvement des femmes à Rennes, je n'ai pas parlé des associations féminines qui, parallèlement aux groupes féministes radicaux, ont continué leur travail concret et quotidien auprès des femmes. Alors, je parle ici notamment de l'Union des femmes françaises, qui était l'organisation de femmes du Parti communiste. Et aussi, je parle de l'Union féminine civique et sociale, une structure d'inspiration catholique qui était mobilisée pour l'accès des femmes à la citoyenneté. Alors, les deux associations, elles étaient actives à Rennes depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Et la prise en compte croissante de la question des droits des femmes pendant les années 1970 leur offre un contexte favorable à l'obtention de moyens qu'elles utilisent à Rennes pour mettre en place un lieu de ressources sur les droits, le Centre Rennais d'information des femmes, le CRIF, qui ouvre en 1979 et qui est soutenu par les institutions, après quelques péripéties que je vous passe là. Lors des permanences, les femmes en difficulté obtiennent des informations qui leur permettent de gagner en autonomie, que ce soit sur des questions de séparation, de divorce, de garde d'enfants, d'accès à l'emploi ou de maîtrise de leur fécondité. En 1986, le CRIF, le Centre Rennais d'information des femmes, devient le CIDF, Centre d'information des droits des femmes, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles. Donc désormais, on le sait, et puis cette histoire, elle commence à être beaucoup mieux documentée. De 1965 à 1985, les mobilisations féministes ne se sont pas déroulées qu'à Paris. Elles ont eu lieu partout en France, et notamment à Rennes. Donc j'ai eu le plaisir de vous dresser très très rapidement un panorama des faits et des groupes de Rennes. Avec Patricia, Patricia Godard, donc co-autrice du livre, on avait voulu que le livre il soit une première pierre sur laquelle la recherche sur l'histoire des luttes féministes à Rennes, en Ille-et-Vilaine, pourrait se développer. Et depuis la sortie du livre, d'autres sources nous ont été signalées. Donc pour certaines, on les a un peu exploitées. Pour d'autres, leur exploitation est en cours ou est en cours ou est à faire. D'ailleurs, peut-être que vous travaillez sur ces sources-là. Depuis la publication du livre, il y a aussi eu de nouveaux travaux qui ont été publiés ou qui sont en cours, parmi lesquels un mémoire de Master 2 de Blandine Lefière-Debras, qui est également membre d'Histoire du féminisme à Rennes, qui a fait un mémoire justement sur le CRIF, dont je viens de parler. Il y a eu le livre aussi Changer le monde, changer sa vie, donc sur les carrières des militants et des militantes des années 1968, qui est paru en 2018 et qui a permis de faire des comparaisons entre Lille, Lyon, Nantes, Marseille et Rennes. Il y a tout un volet sur les militantes féministes. Et ce livre, il va être prolongé par un autre qui va traiter uniquement de Rennes et qui sortira en 2023. Patricia Godard, quant à elle, elle vient de sortir son livre « Colette Cognier, un féminisme en toutes lettres ». Donc Colette Cognier, elle était, comme l'a dit Françoise tout à l'heure, écrivaine, universitaire, féministe rennaise, et elle avait préfacé notre livre. Et puis, pour élargir un peu, ailleurs en Bretagne, il y a une recherche en cours de la doctorante Marine Gillis sur l'expérience de libération sexuelle des militantes du mouvement des femmes en Bretagne et Pays de la Loire. Bien sûr, d'autres travaux sont à conduire sur une histoire des mobilisations féministes en Bretagne. Et d'ailleurs, si vous avez des connaissances complémentaires sur le sujet, on va pouvoir commencer à en échanger. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.